Salut, je m'appelle Lou Trottignon et vous écoutez le podcast Toute Première Fois. C'est le mec qui a écrit un bouquin pendant MeToo. Ah oui, en blanc hétérosexuel. Voilà, oui, oui, je l'ai entendu en plus et j'ai dit à ma pote, ah c'est Bague de Dé. Oui, voilà, c'est ça. Mais tu vois, vendredi, c'était là. Oh Ah ouais, bravo. C'est trop drôle. Ah ouais, ah c'est marrant, je pensais pas, parce que vraiment je pensais que... Enfin ça fait partie d'une des questions que j'avais, mais c'était... Ah. Salut, ça va? Je vais peut-être pas aller fumer alors, comme ça on se fait pas en retard. Ouais. Étudiant à Sciences Po Paris, stripteaseur, barman dans le Marais, pendant longtemps, Lou Trottignon s'est cherché. Aujourd'hui, à 27 ans, il s'amuse à se raconter sur scène dans un premier spectacle très drôle et très réussi, au nom aussi prometteur qu'énigmatique, Mérou. Contrairement à ce que ce nom pourrait laisser paraître, il traite avec humour de sujets lourds et ultra commentés dans notre société hétéronormée, à l'image de la transidentité et de la non-binarité. Mais il n'y a aucune colère dans son discours. Au contraire, l'artiste met un point d'honneur à faire preuve de pédagogie, avec des blagues personnelles et très référencées qui n'excluent personne. Il y a même une dimension très universelle à son discours. Comme Lou, on chemine toutes et tous au cours de notre vie avant de savoir réellement qui l'on est. Et ce premier seul en scène continue de nous faire réfléchir sur ces questionnements que l'on oublie parfois en chemin. Alors après avoir écouté cet épisode, allez le voir jusqu'au 21 décembre, tous les vendredis et les samedis soirs à la Nouvelle Scène à Paris, mais également partout en France. Toute première fois, saison 4, épisode 5, Lou Trottignon. Alors Mérou, c'est le nom donné à cet immense poisson, pas très très beau avec l'expression un peu figée, mais c'est aussi le nom de ton premier spectacle, du coup Lou Trottignon. Je voulais savoir, pour celles et ceux qui ne sont pas encore venus à Nouvelle Scène ou qui t'ont pas encore vu en France, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi ce nom de poisson pour nommer ton spectacle? Je crois qu'il a quelque chose d'un peu particulier qui te touche, enfin en tout cas qui te parle. Oui, j'ai appelé mon spectacle Mérou parce que je suis une personne non-binaire et trans, donc ça veut dire que je ne me reconnais pas dans mon genre assigné à la naissance et que je ne me reconnais pas dans les normes ni de la féminité ni de la masculinité. Et on dit tout le temps aux personnes non-binaires qu'on n'existe pas, qu'on fait chier pour rien, que c'est contre nature. Et en fait, il s'avère qu'il existe un Mérou, qui est un poisson qui habite en Méditerranée, qui paye ses impôts en Méditerranée et qui change de genre absolument quand il veut au cours de sa vie. Et du coup, moi j'ai appelé mon spectacle Mérou parce que je voulais dire, mais regardez, on existe dans la nature, regardez, les poissons aussi échangent de genre, donc arrêtez de nous faire chier. Et c'était mon modèle, quoi. Tellement il n'y avait pas de modèle de non-binarité ou de transidentité que je me suis identifiée avant tout à un poisson. Ouais. c'est dire le manque de représentation. Mais du coup, c'est à quel moment que tu as découvert ce poisson? C'était quand tu étais jeune et que tu te questionnais, ou c'est plus tard quand tu as créé ce spectacle? C'est plus tard quand j'ai créé ce spectacle. D'ailleurs, le spectacle, au début, il s'appelait Inclassable. On fait tous des erreurs, d'accord. et en fait, le titre était déjà pris par Tony Saint-Laurent. Voilà. Du coup, j'ai dû changer de titre. Je ne savais pas lequel choisir. Et j'ai fait quelques dates de spectacle sans titre et je voyais que les gens retenaient beaucoup le Mérou. Et du coup, j'ai gardé le Mérou parce que je me suis rendu compte que c'était une image forte, justement quand on n'a pas eu de modèle pendant très longtemps, de dire bah, vous ne donnez pas de modèle, regardez, on va en trouver où on peut, en gros. Voilà. Oui, c'est intéressant. Bah oui, du coup, aller jusque dans la mer pour en trouver, c'est quand même... Et justement, donc, premier seul en scène, tu l'as écrit, tu l'as peaufiné depuis 2 ans à peu près, depuis ta sortie de l'Académie de l'Humour. Je voulais savoir si tu pouvais m'expliquer un peu ce que c'était cette académie, et notamment après, comment t'y es arrivé, parce que je crois que tu as eu un parcours un peu original pour dire... pour ne pas trop spoiler ce que tu le dis un peu dans le spectacle, mais c'est vrai que t'as fait des études à Sciences Po Paris, t'as fait des études de philo, t'as aussi été dans le striptease à un moment, et t'as aussi été barman à la Mute, qui est un bar LGBT lesbien dans le Marais. Donc comment t'es arrivé à cette Académie de l'Humour et qu'est-ce que c'est du coup? Du coup, l'Académie d'Humour, donc c'est une école d'humour en France. Moi, j'y suis allée dans la première année, donc c'était vraiment le tout début. Ça tombe bien, on est dans toute première fois. et c'est pas vraiment une école à proprement parler. On va pas t'apprendre forcément les ficelles de l'humour. C'est une formation professionnalisante quand tu as déjà un projet ou une envie assez précise dans le stand-up.
Donc tu rencontres beaucoup d'intervenants. C'est plus genre tu as un projet et puis tu rencontres plein de gens qui potentiellement peuvent t'aider. Et c'est un gros coup de main. Disons que ça accélère tout très vite parce que on t'explique très peu les ficelles du métier du stand-up. On dirait que tout est hyper accessible, que tout se fait facilement, pas du tout. C'est vraiment un monde très codifié qu'il faut apprendre à connaître. Et moi, comment j'y suis arrivée? En fait, j'ai fait plein d'études, plein de choses, je me cherchais vachement. Je savais pas qui j'étais, voilà, comme tout le monde. Et j'ai fait plein de petits boulots. Moi, quand tu fais des études de philo, tu peux pas trop trouver de taf payé. Donc oui, je travaillais dans un bar. Oui, j'ai fait du striptease. Parce que la philo t'apporte pas de la thune, quoi. Et la scène, j'en ai toujours fait. J'ai toujours aimé ça. C'est l'endroit où je me sentais le plus vivant. Et du coup, j'ai commencé à me dire, tiens, le stand-up, peut-être ça pourrait être marrant. J'ai pris des petits cours avec des profs vraiment de temps en temps et tout. Et je me suis découragée très très vite en faisant ma première scène parce que je me suis retrouvée devant des gens extrêmement sexistes. Ouais. En gros, j'ai fait ma première scène déjà dans un truc Only Girls. Et moi, j'étais pas du tout out en tant que personne trans à ce moment-là, mais en tant que meuf, tu ne pouvais que jouer dans les trucs soirée des meufs ou des trucs comme ça. Et c'était tenu, voire présenté par un mec, cis hétéro, qui t'explique tes propres blagues quand tu sors de scène. Enfin, vraiment, j'étais là genre waouh. Et du coup, j'ai failli arrêter. Et j'ai vu que cette académie d'humour s'ouvrait et que c'était tenu par 3 meufs. D'accord. Du coup, je me suis dit, bah franchement, j'envoie, c'est mon dernier essai avant d'arrêter, quoi. Et j'ai passé l'audition, on s'est trop bien entendu, elles m'ont tout de suite rappelé. Et du coup, voilà, j'ai fait cette académie où, en effet, moi, je suis arrivée au début de l'académie, j'ai dit... je veux un 10 minutes sûr. Et en fait, je suis sortie avec 1 heure de spectacle à présenter, quoi. Mero, du coup, tu l'as écrit pendant que tu étais à l'académie, alors? Ouais, tout à fait. Il y avait des sketchs qui précédaient un peu. Mais sinon, il s'est construit. Il a commencé à se construire au début de l'académie. Après, depuis, il a énormément changé. Il ressemble pas du tout à ce qu'il a été au début en juillet 2022, quoi. Ah ouais, j'imagine, parce que je crois que j'ai lu dans l'interview du Monde, ou je sais plus exactement quel média, que t'as fait justement que t'as dit que t'étais trans pour la première fois sur scène. Donc j'imagine que ça s'est construit comme ça, en fait, au fur et à mesure du public que tu rencontrais. Ouais, même pas forcément le public, même moi, parce que ma manière d'écrire, c'est... Oula, d'écrire dans ce micro qui est là. Ouais, c'est ça. Je sais pas d'où, mais... Moi non plus. Moi, ma manière d'écrire, c'est de partir de quelque chose de hyper authentique, hein, une vraie émotion que je ressens. Parce que mon avis est que si tu pars d'une émotion authentique, ça va parler à plein de gens, peu importe s'ils sont concernés par la transidentité ou pas. Et du coup, j'ai commencé à me regarder moi-même et à me dire, ah là, il y a un truc que je dis pas trop. Donc ça m'a aidée à vraiment être très honnête avec moi-même et à me rendre compte que j'étais trans. Mais sinon, au début, le spectacle, il parlait du doute, de pas se sentir concerné par les étiquettes qu'on nous met ou quoi. C'est toujours présent, hein, cette question dans le spectacle. Après, il parlait de non-binarité. Puis après, j'ai commencé la transition hormonale. Donc j'ai parlé du fait de prendre de la testostérone. Et puis après, je voulais faire une mammectomie, l'ablation des seins. Donc j'en parlais à la fin de mon spectacle. Et puis après, je l'ai fait. Donc j'ai dû changer mon spectacle. Et maintenant, j'ai un passing masculin. C'est-à-dire que dans la rue, dans la société, on me prend pour un homme. Donc forcément, ça change plein de choses. Donc en fait, à chaque fois, c'est un spectacle qui a suivi, un peu par hasard, mon histoire de transition, mais même physique. C'est-à-dire que les gens qui sont venus me voir au tout début, puis qui viennent me voir aujourd'hui, ils ont vraiment suivi mon avancée corporelle. Et moi, j'aime beaucoup ça, quoi, dans le spectacle. Oui. Qui m'amène... qu'on soit très liés, moi et mon spectacle, dans le changement, quoi. Justement, c'est vrai que c'est un spectacle qui est très personnel, qui te ressemble, justement. Mais je me demandais si c'était compliqué de parler de ta transidentité sur scène, de ton parcours, parce que vous êtes encore, même s'il y en a de plus en plus, ça c'est peu d'humoristes LGBT. Et est-ce que quand t'es arrivé, tu t'es dit tout de suite, du coup je vais parler de tout ça, ou est-ce qu'au début t'as eu un peu peur? Comment ça s'est fait? Alors en effet, on est très peu d'humoristes LGBT, même si on commence à en être plus, mais personnes trans en particulier. Ouais. Alors il y en a eu avant moi évidemment, tu vois, mais avec un spectacle uniquement sur la transidentité d'1 heure, en France en tout cas, il me semble pas que ça existait. Il y a Océan qui a fait son coming out pendant, mais sauf il a pas fait de nouveau spectacle sur son identité. Final, ouais. C'est resté sur la lesbienne. La lesbienne invisible. Il y avait Chaton Violent aussi. Oui, c'est ça exactement. Mais ça parlait pas.
Allez, serre-toi le C'est gentil. On est dans un Oui, alors là, date, les gens ne je le te savent vois pas, être mais là. j'étais en train d'essayer d'enlever mon sachet depuis tout à l'heure. Mais merci beaucoup. Tout en me regardant dans les yeux, ce qui fait vraiment une scène très intéressante. Donc, du coup, c'est vrai qu'il y a peu de, même pour toi, de représentation d'humoristes. Ah, mais il n'y en avait pas. Enfin, il y avait... Et... Bah, en fait, Océan, il est humoriste, mais il fait du one-man. Oui. Moi, je parle en termes de stand-up. Donc, ça veut dire que la différence est très poreuse entre le one-man et le stand-up. Mais il y a une grosse différence, c'est que quand tu fais du stand-up, tu es beaucoup dans les comédie clubs. Devant des publics qui t'attendent pas, sur des line-up où souvent il n'y a que des mecs hétéros. Bah, voilà, quoi, c'est la réalité des trucs. Ouais. Et pendant très longtemps, là, ça change. Mais en tant que personne trans, j'étais tout seul. Il y a Shirley Soignon qui a commencé à en parler dans son dernier spectacle de non-binarité. Mais transition. Donc, je sais plus ta question à la base, mais oui. Du coup, difficile de. Bah, en fait, c'était tous mes sketchs, parce que je parle aussi de ma sexualité, de BDSM, de striptease. Tous mes sketchs viennent de sujets où je trouve qu'on n'en parle pas ou qu'on en parle mal. Donc, en vrai, non, ça n'a pas été. Ça a pas été difficile, puisque c'est de là dont vient mon inspiration première. C'est mais je comprends pas pourquoi, dans l'humour, quand on parle de BDSM, c'est toujours pour se moquer des gens qui font du BDSM, genre on est des pervers. Et je suis là, mais pourquoi? Enfin, moi je connais cette communauté, c'est les plus mignons du monde, quoi. Donc à chaque fois que ça vient de cet élan de vouloir dire, pareil, il y a on parle des personnes trans dans le stand-up depuis longtemps, mais c'est via la transphobie, c'est maladroit en tout cas, au mieux. Et du coup j'étais là, mais je comprends pas. Moi j'ai envie d'en parler, de dire, mais nous on est drôle, mais c'est vous qui êtes bizarre. Ou alors peut-être on peut rigoler ensemble. Donc non, ça n'avait pas été très difficile. Et souvent, les gens... tu me dis si c'est trop long. Ah non. Ça se dit dans l'interview du Monde aussi. Oui, c'est vrai. J'arrête pas de... Faut se faire confiance. Non, mais souvent, les gens, c'est vrai que c'est un spectacle très personnel. Très, très personnel. Mais bizarrement, moi, c'est pas... Pour moi, mon spectacle vraiment intime, il arrivera après. Ok. Parce que c'est très personnel, c'est très intime, la transition. Mais c'est une identité politique avant tout. Ouais. Et du coup, il y a un truc où oui, c'est personnel, oui, c'est intime, oui, c'est des émotions hyper intimes. Mais quand tu fais partie d'une minorité, ton identité, elle est un peu mise à l'extérieur de toi. Tu vois, genre, elle est très personnelle. C'est très compliqué ce que j'essaie d'expliquer, mais dans ma tête, genre compliqué à comprendre. Mais... Et du coup, moi, quand je dis trans, je suis très fière d'être trans. Je fais des blagues dessus, c'est mon intimité, c'est des trucs que j'ai eu du mal à accepter, mais maintenant, je les accepte. Et du coup, mon discours, c'est très personnel, mais ça reste... je pourrais encore aller plus dans l'intime, tu vois. Oui, tu gardes encore des choses... oui, parce que là, c'est un spectacle sur ma transition, donc c'est le sujet juste. Mais je pense que souvent, les gens disent que c'est hyper intime parce qu'on parle de notre genre, notre sexualité. En réalité, oui, c'est intime, mais il y a des choses qui sont beaucoup plus intimes. La manière dont on gère nos émotions, dont on fait relation avec les gens, les traumas qu'on peut avoir, tu vois, tout ça. Pour moi, ça, c'est plus intime. Donc, je sais pas si je fais bien de dire ça. Si. Mais... c'est bon. L'intime... Je me tourne, tout va bien. C'est pas pour dire que mon spectacle n'est pas personnel, c'est Bien juste... C'est qu'il y a des degrés de personnel et que là, pour l'instant, t'es encore... Enfin, c'est un degré qui est plus en avant que des choses que c'est un degré politique pour moi. C'est ce truc de l'intime et politique, c'est mon politique intime. Voilà. Mais ça, comme il y a le politique dans l'intime, ça fait que c'est comme si ça regardait pas que moi. Ça dit, je me défends, je défends ma vie, je défends la vie des autres personnes trans, tu vois. Il y a un truc qui n'est pas que à moi, quoi. Après, c'est un truc que je dis souvent, genre chez moi, tout seul, je suis pas trans tout le temps. Enfin, tu vois, j'y pense pas tout le temps. Je mange pas. Non, mais c'est vrai. Je mange pas trans. Je mange pas trans, je prends pas mon café avec une fourchette qui était un couteau avant, tu vois. Enfin, voilà, je pense que les gens pensent qu'on est tout le temps trans ou qu'on pense tout le temps à être gay ou voilà. En vrai, quand on est chez nous, on est juste des gens absolument comme tout le monde, quoi. Oui, c'est ça, en fait. Ouais. Et justement, donc du coup, ce discours-là que tu as sur scène, ces blagues et tout ça, comment est-ce que le public l'a pris au début? Est-ce que tu as eu un public plutôt bienveillant? Je crois que tu as eu un peu de tout au début, ou des gens qui posaient des questions un peu maladroites à la fin du spectacle? En vrai, moi, au début, j'ai surtout eu des personnes concernées, donc des personnes de la communauté LGBT, parce que j'ai ouvert un plateau à la mutinerie, du coup, un plateau de stand-up pour les queers, par des queers, donc queer... j'explique à chaque fois, non? Après, ton audimat, il est assez... Oui, voilà. En gros, c'est les personnes LGBT... Les personnes qui sont pas... voilà. Ouais. Disons que
queer, c'est les LGBT avec un aspect politique assumé, pour faire très du coup, moi, j'avais mis ce plateau en place qui n'existait pas avant, où il y avait vraiment que des queers pour les queers, machin. Et du coup, ça a été mon premier public. C'était le premier public qui venait, donc c'était des gens très concernés. Et c'est au contraire après que j'ai confronté mon spectacle à des publics pas forcément concernés, voire pas du tout au courant que les personnes trans existent ou ressemblent à moi. Parce que souvent, les gens s'imaginent qu'on a tous des robes à paillettes et des perruques pas possibles. Ce qui est super par ailleurs, mais juste, voilà. Donc c'est plutôt venu après. Et écoute, j'ai été très étonnée de voir à quel point c'était bien reçu la plupart du temps, notamment en province. C'est là où c'est le mieux reçu, par des gens pas concernés. Évidemment, c'est toujours bien reçu par les personnes concernées, mais par des gens pas du tout concernés. En fait, je crois que le truc qu'on m'a le plus dit, c'est ah, mais pour une fois, on nous parle pas comme si on était des cons. Parce que c'est vrai que souvent, et à raison, les communautés LGBT ou minorisées sont très en colère, et du coup, on la flemme, on la fatigue de faire le travail militant, d'expliquer, ce que je comprends tout à fait à 100%, mais je me mets aussi à la place des autres gens qui veulent juste savoir et qui ne trouvent pas trop d'endroits où demander. Je comprends que ça les bloque dans leur compréhension. Donc d'arriver avec l'humour, d'arriver avec ma petite tête sympathique, où les grands-mères ont l'impression que je suis leur petit-fils, vraiment j'ai un peu cette impression. Et ça fait qu'ils étaient là, mais on nous parlait pour de vrai, et du coup on a compris. Donc ça c'était plutôt cool. Après des fois, c'est plutôt à Paris, dans certains endroits, des comédie clubs ou quoi, où le public ne veut pas voir de l'humour qui les fait réfléchir. Ah ouais. Et vraiment ils le disent comme ça. Ouais. Cette différence entre Paris justement et d'autres villes en France, où on pourrait penser que c'est peut-être dans ces autres villes où et finalement non, c'est un public plus peut-être snob ou j'en sais rien. Ou plus... Ouais, il y a un peu un snobisme dans le public parisien, quoi. Mais peut-être je fais une généralité, mais moi... Mais c'est ce que toi t'as ressenti en tout cas. Oui, parce qu'on m'a, évidemment, on m'a toujours dit, la province, c'est dur, ils sont moins au courant et tout. Mais franchement, c'est des gens aussi qui ont peu accès à la culture et on leur donne pas beaucoup l'accès à la culture. Ils sont complètement isolés, délaissés. Et du coup, forcément, ils savent rien. Par contre, quand on leur apporte la culture ou qu'eux, ils font de la culture, pas pour dire, genre, nous les Parisiens, on leur apporte la culture... Mais voilà, quand il y a enfin des espaces qui se mettent en place pour qu'ils aient accès à la culture, ils sont hyper friands. Ils sont hyper friands d'apprendre et tout. Alors qu'à Paris, il y a un truc où genre, moi, je viens dans ce comédie club pour rigoler, pas pour qu'on me dise faut réfléchir. Donc voilà, c'est plus là où je peux avoir des commentaires pendant mon passage, quoi, des fois. Mais à mon spectacle, c'est rare. C'est rare, ouais. Les gens, ils savent ce qu'ils viennent voir quand même. Normalement, ils sont J'espère. Sinon... Et puis c'est vrai que c'est ce que t'as fait là pendant l'interview, par exemple, en rappelant ce que c'était queer ou quoi, c'est vrai que ton spectacle est assez du coup didactique. Tu t'essayes, mais sans être non plus, sans être quelque chose de trop didactique, sans être trop relou, je veux dire, c'est ça, tu t'expliques avec tes mots et ton ressenti, ce que c'est, et à chaque fois en prenant les gens par la main, mais sans les regarder de haut. Et c'est vrai que ça doit être hyper, bien pour des personnes qui essaient de s'intéresser ou j'imagine que c'est un peu les retours que t'as où ils te remercient de ça, Oui, moi alors quand j'ai commencé, par contre, j'étais beaucoup plus en colère. Je disais, vous comprenez pas, vous êtes nuls. Et en fait, je me suis dit, quel est mon but ? Et mon but, est-ce que c'est de parler aux personnes déjà concernées, déjà convaincues, ou d'essayer de vulgariser des connaissances que nous on a. Je trouve que les communautés sont vraiment genre de leur côté tout le temps. Et j'étais là, ok, qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre tout plus poreux et faire du lien un peu, voilà. Et du coup, je me suis dit, oui, mon ton qui me va bien, que ce soit avec ma tête, ma personnalité aussi, c'est d'être vraiment très tourné vers l'autre et dire, si tu comprends pas, c'est normal. Je vais être là pour t'aider, puis par ailleurs, je vais même pas t'aider. Tu vas sortir du spectacle, tu vas être là, je suis encore plus perdue, mais c'était super. Mais voilà, c'est pour... moi, ma sœur a fait sa transition avant moi, a fait son coming out avant moi, donc elle est assignée homme à la naissance, et elle transitionne vers la féminité. Et au début, je faisais plein d'erreurs, et elle m'engueulait à raison. Et en fait, du coup, j'ai été dans la position de quelqu'un qui ne sait pas comment faire, et qui ne sait tellement pas comment faire que des fois, je parlais moins à ma sœur, tellement j'avais peur de faire des erreurs. Et je pense que c'est ça qui se passe. Genre, les gens ont tellement peur des fois de se tromper avec moi en termes de pronoms qu'ils sont là genre bonjour, et puis ils vont hyper loin. Et je suis là tranquille. Le plus important, c'est qu'on se parle. Si tu te trompes de pronoms, c'est pas grave, on se reprend, je te le dis. Mais le plus important, c'est qu'on garde le lien, quoi. Donc ouais, c'est vraiment quelque chose que j'ai voulu créer dans mon spectacle.
Ah, c'est intéressant que tu aies été dans cette position justement d'avoir été avec une personne trans avant qu'elle transitionné et toi-même du coup de ressentir ça, d'être dans cette position-là aussi. Mais c'est normal, on a très peu. Moi quand j'ai 27 ans, donc je suis née en 97 et donc je suis jeune quand même. Ouais. Mais on parlait pas du tout, on parlait d'homosexualité mais on parlait pas de transidentité, on parlait pas de non-binarité. Donc pour moi ça n'existait pas ou ça ne concernait que des personnes entre gros guillemets malades. Parce que c'était l'idée que j'avais en tête. Du coup, quand tu sais pas, tu sais pas. Si on te dit pas, on te dit pas. Du coup, moi, l'idée, c'est de créer des endroits ou des espaces où on te le dit et où tout le monde est bienvenu. Après, des fois, il y a des gens réticents. Là, je vais pas... Ah ouais, je vais pas forcer. Non, c'est bon. Pas trop. C'est difficile cet équilibre, je me demandais, entre faire des blagues pour un public concerné qui va comprendre des références et faire des blagues pour un plus grand public, justement. Comment tu trouves cet équilibre entre ces deux sortes d'humour Bah, des fois, c'est un peu dur. Des fois, je joue devant des publics tellement concernés et que je suis là, vous voyez ce que c'est la testostérone ? Ils sont là, bah oui. Et je suis là, pourquoi je garde cette blague ? Enfin, en fait, c'est plus une gymnastique mentale d'être en mode, ok, quel type de public j'ai ? Qu'est-ce qu'ils vont comprendre ? Il faut que tout le monde se sente bien. Mais moi, j'adore cette gymnastique mentale. Je trouve, ça veut dire que dès que je fais mon spectacle, j'ai toutes mes blagues dans ma tête, comme plein de tiroirs et ma structure. Ouais. Mais ce à quoi je pense pendant le spectacle, c'est pas mon texte, c'est les gens. Vous êtes comment ? Vous vous sentez comment ? Vous êtes timide ? Il y en a un qui comprend pas. Ok, je vais expliquer, machin. Du coup, c'est ça, c'est d'être... Donc moi, ça me passionne. C'est difficile, mais ça me passionne. Et après, en termes d'écriture, c'est passionnant aussi. La technique, c'est un peu de trouver, d'expliquer pour de vrai quelque chose, mais d'une manière un peu niche, quoi. Quand je dis au début de mon spectacle, vous savez ce que c'est queer, et que je dis nous non plus, ça fait rire les gens pas concernés qui disent ah, on n'est pas tout seul, et les gens concernés qui sont là, c'est vrai que personne se met d'accord sur une seule définition. Donc il faut trouver les deux lieux communs, quoi. Et moi, ça me passionne. Ou la blague sur... je crois que je sais plus si je l'avais dit au début ou si sur Mylène Farmer. Oui. Je trouve que c'est une blague qui, pareil, et quand tu dis justement que parce que dans ta famille vous êtes plusieurs personnes queer, et du coup que ta mère c'est en fait Mylène Farmer, là il y a eu des rires de la salle autour de moi. Je pense que c'était pas forcément des personnes concernées, mais qui du coup connaissaient forcément Mylène Farmer. Et... C'est ça, faut trouver des références communes, quoi. Mylène Farmer par exemple, c'est une grande icône pour les personnes LGBT, mais aussi pour tous les gens nés à peu près 80-90, enfin, tu vois. Donc ça regroupe pas mal de gens. Mais moi, je trouve ça vraiment passionnant d'aller chercher des références en commun avec des gens qui, a priori, ne se seraient pas parlé. C'est ça. Ouais, j'aime bien faire ça. Et justement, est-ce que tu penses que le grand public, en général, et même encore plus mainstream, qui viendra bientôt te voir, je suis sûr, dans tes salles, est prêt pour ce type d'humour qui est justement... plus réfléchi, plus déconstruit, un peu moins excluant ou est-ce que tu as peur que ce soit pas encore le cas Je pense que j'ai peur, honnêtement. Après, je suis assez rassurée parce que du coup, j'ai joué à Avignon, qui est du coup pas du tout mon public. Pendant le festival Pendant le festival d'Avignon, oui, où j'avais un peu peur. Et en fait, ça s'est très bien passé. Et au contraire, les gens pas concernés ont des retours... ils sont beaucoup plus touchés. Au final, les personnes concernées sont très touchées de voir quelqu'un qui leur ressemble. Mais j'ai eu beaucoup de retours de gens non concernés qui étaient là... Ah, mais je comprends, mais en fait, je me reconnais presque dans certains trucs. Donc, j'espère que ça suffira à... Voilà, mais je pense que la réticence, elle se fait avant de prendre la place de spectacle, pas dans la salle, quoi. Je veux dire, si t'es prêt ou prête à aller voir un spectacle sur la transidentité, c'est que t'as fait un bon chemin, déjà. Mais oui, bien sûr, j'ai peur. Je sais pas, j'ai toujours peur du plafond de verre quand on a un discours comme ça. Après, moi, j'ai assez confiance en le fait que j'ai assez d'autodérision, que mon spectacle est drôle et qu'on a travaillé longtemps pour que ça plaise. Et puis voilà, faut faire un peu le deuil de plaire à tout le monde, je crois. À un moment, malheureusement. Oui, t'es content avec le public que tu as et... Oui, après, j'aimerais trop l'élargir, évidemment. J'aimerais trop que ce spectacle parle à des personnes qui ont besoin d'entendre ça, justement. Mais ça va être le grand défi de l'année à venir. Et on refera un podcast toute dernière fois pour voir comment ça s'est passé. Bon, Lou, du coup, aujourd'hui, tu es reparti dans le striptease. C'est ça. Je m'occupe de chèvres. J'ai tout arrêté. Non, mais c'est une vraie... Je peux pas savoir avant... Ça demande, du coup, beaucoup plus de travail de technique humoristique
pour vraiment montrer, bon ok je suis trans, mais regardez comment vous fais rire, ou tu vois. Donc ça demande double travail. De manière générale, pour les personnes issues de minorités, on doit travailler double pour légitimer notre présence, quoi. Quelque part. N'importe où. Ouais, c'est ce que je te laisse qu'il y a un endroit où... Mais oui, mais c'est vrai que je trouve qu'il y a quand même une petite évolution. Alors ce que je disais tout à l'heure, c'est il y a de plus en plus, bon même s'ils sont encore peu, mais je pense à Jessé, à Maodrama, à Tani, à toutes ces personnes-là qui du coup évoluent ou font partie de la communauté LGBT et j'ai l'impression du coup que on commence à vous voir, que vous commencez à être présents et présente, et j'espère du coup que ça va continuer, quoi. En vrai, oui, puis ça fait 3-4 ans que ça prend bien. Puis on est tous potes, on est tous très proches, donc on se serre les coudes tout le temps. Et ça, c'est un truc qui, je pense, ça n'existait pas de ouf dans le stand-up avant, parce que c'est un milieu très solitaire. Quand tu réussis tout seul. C'est toi qui es mis en avant. Nous, on s'est vraiment donné pour règle de monter ensemble, de se mettre en avant les uns les autres et tout, parce que c'est ce que nous a appris la communauté, le fait d'être LGBT ou des personnes racisées ou quoi. Et qu'est-ce que voulais-je dire ? Oui, par rapport à ta question, en fait, j'ai compris. Mais j'ai compris la question. Par rapport à est-ce que le public va venir, je pense qu'il y a moi qui viennent, mais je pense aussi que le public du théâtre et du stand-up se renouvelle. qu'on est encore... C'est mon analyse à moi. Moi, on m'a beaucoup dit au début, mais il faut que ça parle universellement. Universellement, entendre le mec hétéro blanc qui a de la thune et qui va au théâtre, en fait. Il est toujours là, c'est toujours le cas. J'espère que ça va plaire à ce genre de personnes aussi, parce que ça me ferait trop plaisir. Mais je pense que le public va se rajeunir. Il va se rajeunir, ou même s'il ne se rajeunit pas, il va être plus au courant de certaines choses. On l'a vu, nous, on s'est lancé dans le stand-up en tant que toutes ces personnes LGBT, on nous a dit il n'y aura personne. Et en fait, on a ramené un public qui n'allait plus dans les salles de stand-up parce que l'humour était homophobe, raciste, tout ça. Et nous, on a dit, venez, on fait un humour bienveillant. Alors quand on dit humour bienveillant, les gens entendent humour pas drôle. Non, c'est juste qu'on est drôle sans taper sur d'autres gens. C'est tout. Et du coup, moi je pense qu'il y a un... C'est en cours en fait. Qu'il n'y a pas que nous qui se renouvelons. Il y a aussi le public, quoi. Ouais, vous êtes renouvelé avant que le public se renouvelle et que là il est en train de se renouveler un peu grâce à vous. Enfin... Je pense qu'il y a une... Je pense qu'on a beaucoup entendu les sketchs d'humour sur les hommes et les femmes et tout. Et je pense que même sans être concerné par des questions féministes ou quoi, je pense qu'il y a une envie de renouvellement d'humour, d'un humour un peu plus fin, un peu plus réfléchi. Mais encore une fois, c'est mon analyse et je me rends pas compte de si c'est le cas pour tout le monde, quoi, tu vois. Mais voilà. Et justement, pour finir, je me demandais, il me restait 2 questions. Qu'est-ce que tu aimerais que ton public, justement, retienne de ton seul en scène ? Et comment est-ce que tu te sens, justement, aujourd'hui sur scène ? Est-ce que tu te sens bien ? Est-ce que tu veux évoluer vers autre chose ? Moi, mon public, j'ai envie qu'ils sortent du spectacle et qu'ils se disent j'ai passé un bon moment, ça m'a donné l'impression d'être en communauté avec des gens que peut-être j'aurais jamais rencontrés, parce que c'est trop marrant, dans ma salle, il y a vraiment... Dans ma salle je détiens le bateau de la nouvelle scène. Non, mais en général, dans le public, il y a des personnes très différentes et c'est très marrant de voir... des couples de parents, des jeunes personnes trans avec des cheveux bleus qui rigolent ensemble, quoi. Donc j'ai envie qu'il y ait cette sensation d'avoir passé un bon moment. Et j'ai envie que les gens, peu importe s'ils sont trans ou pas, encore une fois, se disent toutes les questions que je me pose, tout le mal-être que j'ai pu avoir dans mon corps parce que j'étais pas trop dans les normes, en fait, on est plein à le ressentir et c'est pas grave et je peux faire ce que je veux avec qui je suis et voilà. Je pense c'est un peu ça. Et moi, en ce moment, je me sens vachement bien sur scène. Je l'ai joué plus de 110 fois, ce spectacle, en vrai, en 2 ans. Donc, on l'a bien... Et du coup, c'est cool. Moi, j'ai pas trop confiance en moi. Donc, j'ai tendance à avoir confiance en mon travail. Et du coup, là, on l'a tellement travaillé que je peux être en confiance sur scène, m'amuser, sortir de mon texte, faire des impros, parler aux gens... Et je spoilerai pas la fin, mais la fin de mon spectacle qui est quand même une mise à nu et une... comment on dit, c'est le moment où je fais plus rire, quoi, où je suis plus dans la poésie, même si je sais pas si je pourrais dire poésie. Il me fait très plaisir, je suis très content et fier d'avoir osé
ne pas finir sur quelque chose de forcément hilarant, Ouais. mais de juste vulnérable et sincère. Donc voilà, ça me fait plaisir. C'est dur justement ce que tu... Enfin, ça me fait penser à ce que tu disais sur le fait de réagir avec le public, que tu le fais beaucoup. Enfin, t'arrives à capter les choses et à rigoler, t'entends les choses, les blagues du public, donc tu réagis. Ça, c'est quand tu maîtrises vraiment bien ton texte que t'arrives à faire ça, j'imagine, du coup. Bah, c'est avec beaucoup d'entraînement. Au début, j'étais nulle à ça. Hein. Ah ouais, non, j'ai travaillé de ouf. En fait, je me suis entraînée en allant sur scène, en m'obligeant à pas avoir de texte, pour être obligée de réagir à tout ce qui se passe et tout, être très alerte. Et après, le fait, en effet, de bien connaître mon texte, ça me permet d'en sortir plus. Moi, je sais pas comment le cerveau des autres fonctionne, mais mon cerveau, si il y a un texte que je connais bien, limite, je peux plus facilement être à l'aise et sortir et machin. Enfin, quand je suis sur scène, je pense à mes émotions, je pense pas à mon texte mot pour mot, quoi. Et pour moi, le plus important quand je viens sur scène, c'est d'être présent. Et dans le stand-up, c'est un art qui fonctionne avec les gens. Ouais. Donc, il faut que je sois présent avec les gens. Donc, je les regarde et puis le spectacle change selon les réactions des gens. Et ça, je trouve ça magique, quoi. Donc tu mesures une évolution depuis la toute première fois que tu as joué sur scène jusqu'à aujourd'hui. Ah ouais, moi j'ai commencé, c'était un peu limite théâtre. Ah ouais. Ouais, j'avais beaucoup de têtes, je jouais beaucoup, ouais. Je parlais, j'avais très très peur du public. Ah. Et en fait, je l'ai taffé, puis voilà quoi. Et là, c'est trop bien d'avoir la confiance là-dessus. C'est assez cool, parce que moi dans la vie, je suis très timide, très anxieux. Donc, et sur scène, pas du tout. Ouais, c'est ça. Ouais. Souvent les artistes disent qu'ils sont timides et on a du mal à croire ça. Ouais, non, je suis assez timide. Mais vraiment pas sur scène. Eh ben écoute, c'est parfait, je pense qu'on peut terminer sur ça. Merci beaucoup. Avec plaisir, merci beaucoup. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver toute première fois sur Spotify, Deezer, Apple Music et Google Podcast, et également aller suivre et liker les pages Twitter et Instagram. Merci.